Bienvenue dans la rubrique SOS Ouvrons l'avenir de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aux États-Unis d'Amérique, dans une petite ville des États de Washington qui est la capitale intellectuelle de la diaspora congolaise, dénommée Bellevue. Aujourd'hui, nous avons fait la découverte de la diaspora congolaise qui évolue dans cette ville et notamment au niveau de Bellevue College. Bellevue College a été créé en 1966. C'est une université, notamment la troisième plus grande université de l'État de Washington, qui abrite près de 32 500 étudiants par année. Nous avons fait la rencontre de M. Jean d'Arc que nous avons invité aujourd'hui, qui va nous partager son expérience par rapport à la diaspora et à la jeunesse congolaise et qui s'est donné cette lutte d'encadrer la jeunesse congolaise, d'aider la jeunesse congolaise, d'aider les élites de demain et de créer une armée des leaders. Bonjour M. Jean d'Arc. Bonjour Maman Gloria. En 2012, lorsque vous étiez en train de vous préparer à venir ici, il n'y avait qu'un seul étudiant qui était à Bellevue College. Et c'était une femme. Ça c'est vrai. C'était un garçon. C'était un garçon. Ouais. Et aujourd'hui, elle se retrouve... À Portland, il y avait une jeune fille. Okay. Et aujourd'hui, elle a fini sa licence. Et elle est aussi mariée. Et elle a même trouvé une nationalité américaine. Et elle était une Congolaise, une Belge d'origine congolaise. C'est la seule fille qui était au niveau de Washington, d'Oregon. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé un Congolais. C'est un Congolais qui a fini son graduat en business et qui a travaillé à Amazon. Et actuellement, je pense qu'il a commencé son business ici au niveau de Washington. Donc, j'ai trouvé seulement un jeune Congolais au moment où j'étais, pendant ce temps-là, j'étais encore le doyen et j'étais chargé de plus de 1225 étudiants internationaux qui viennent de 78 pays. Mais le Congo était représenté par un seul jeune Congolais. En 2014, M. Jean d'Arc quitte Portland et s'installe à Bellevue. En arrivant, il ne trouva qu'un seul étudiant congolais. C'est en 2019 qu'aujourd'hui nous comptons précisément 5 ans plus tard, 84 jeunes étudiants congolais dans cette institution dénommée Bellevue College. Aujourd'hui appelée NYCS, autrement dit New Congolese Young Scholar, le programme que Papa Jean a eu à mettre en place, comme les étudiants aiment bien l'appeler Papa Jean, nous avons eu à adopter, on l'appelle Papa Jean, mais son vrai nom c'est M. Jean d'Arc Campbell. Le programme que Papa Jean a eu à mettre en place, mis en place depuis 2014, afin d'aider et de contribuer à la relève de la jeunesse congolaise. La RDC est comptée parmi les pays où le taux de migration est le plus élevé. Durant ces 50 dernières années, nous avons connu bon nombre de Congolais qui ont eu à émigrer en Occident. Mais qu'est-ce que ces Congolais rapportent à la jeunesse? Qu'est-ce que ces Congolais contribuent-ils à l'avancée de la jeunesse congolaise? Aujourd'hui, certains parmi eux ne se sont pas retrouvés comme il le fallait. Certains ont eu à prendre de l'ascenseur, mais cela ne les a pas empêchés d'aider la jeunesse congolaise. Alors, Papa Jean, aujourd'hui, je suis face à vous. Vous représentez la diaspora. D'accord. Hein? Alors, vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes intéressé à pouvoir contribuer dans les élites de demain. Avant de commencer, je voulais d'abord remercier Maman Gloria pour cette opportunité. Je vais me présenter, je m'appelle Jean d'Arc Campbell. Et je suis un Américain d'origine congolaise. Et actuellement, je suis professeur de philosophie, mais aussi vice-président associé, chargé des programmes internationaux et initiatives globales. Je suis aussi le conseiller principal du président à Bellevue College. Mais ça, c'est l'histoire, c'est toute une histoire de ce que je suis aujourd'hui. Mais mon histoire commence quelque part.
ça commence du Congo. Ça commence d'un jeune garçon qui a grandi dans un ghetto de Bukavu, là où la chance de réussite, c'est peut-être 0,001. Je suis le seul dans mon quartier à avoir un doctorat et peut-être le seul qui a réussi de la façon dont j'ai réussi. Donc, mon histoire a commencé quelque part et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu la grâce d'être adopté. J'ai été adopté par une famille américaine et cette famille m'a appris la leçon, la vraie leçon de ce qu'on appelle les rêves américains. Et moi, je me souviens encore, mon père adoptif m'avait dit que les rêves américains, c'est pas s'asseoir quelque part et attendre que tout arrive. Et les rêves américains, on les recherche. Et pour moi, la façon de les rechercher, c'était à travers l'éducation. Donc, l'éducation était très importante pour moi. J'ai commencé presque à zéro. J'ai commencé avec l'anglais. Et puis, j'ai avancé les graduats. Et je ne m'attendais pas, peut-être qu'un jour, je vais finir le doctorat. Mais je me souviens, quand j'étais en deuxième graduat, on m'a annoncé que j'étais sélectionné j'étais sélectionné les meilleurs étudiants de l'État de New York. Et puis, parmi les 20 meilleurs étudiants de l'État de Washington et de New York. Et ça, des États-Unis, aux États-Unis. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a montré que, vous savez, un enfant grandi dans un ghetto peut aussi rêver aux États-Unis. Mais ça, c'est l'histoire d'une grâce. Et pour moi, j'ai toujours pensé que la grâce n'est pas un slogan. La grâce est le fruit des sacrifices. Et cette grâce-là doit être bien gérée. Et cette grâce aussi doit être partagée. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à penser comment je peux retourner cette grâce et retourner là où mon histoire a commencé. Et mon histoire a commencé au Congo. Donc, je me sens, je l'ai toujours dit, je suis un Américain, mais mon sang qui coule à moi est congolais. Et ce sang-là me rappelle toujours que je viens de quelque part. Donc, c'est ça mon histoire. Ok. Le monde entier connaît la RDC, la nation congolaise, comme une nation qui est bon à parler. D'accord. On est bon à parler et ce qui sort de notre bouche, par après, il n'y a rien d'intéressant. Oui. Parce que bon nombre des Congolais dénaturalisés qui évoluent à l'étranger nous confirment bien cela par leur comportement et ils ne font... ils ne se sont pas intéressés à des choses bien plus importantes que la politique. Aujourd'hui, on a délaissé l'avenir de la jeunesse, on ne s'intéresse pas aux dépravations des mœurs, on ne s'intéresse pas à l'éducation et nous nous retrouvons avec une jeunesse qui n'a pas de repère et qui perd son sens, qui n'a pas un endroit, une personne à qui regarder. Parce que ceux qui sont à l'intérieur du pays, tout comme ceux qui sont à l'extérieur du pays, ne font rien pour relever cette jeunesse. Aujourd'hui, Papa Jean, dites-nous, pourquoi avez-vous pris cet engagement de contribuer? Au fond, j'ai pris cet engagement et au fond, les gens m'ont parlé de ça. Ils m'ont parlé de l'impossibilité. Et personnellement, moi, j'ai toujours pensé que l'impossibilité d'hier peut être la possibilité d'aujourd'hui. Donc, j'ai quitté comme un fou. J'ai quitté les États-Unis pour les Congo. Je suis allé à l'ambassade des États-Unis. J'ai parlé aux gens de l'ambassade. Je les ai dit que je voulais faire quelque chose. Je voulais recruter 100 étudiants congolais. Et tout le monde là m'a dit que c'était des blagues. Et on m'a invité à la radio Okapi où j'ai fait l'interview avec Jody Kachama. Et Jody Kachama, les parents me posaient les questions pendant les interviews. Ils me disaient qu'est-ce que je cherchais, qu'est-ce que je cherche, combien je dois gagner, combien je dois demander. Et moi je disais j'étais gratuit, je vais faire quelque chose pour mon pays. Mais j'ai trouvé que les gens n'étaient pas réceptifs parce qu'ils avaient une façon de définir la diaspora. Ils avaient une façon de définir un professeur. J'étais aussi jeune. Mais dans moi, il y avait une passion difficile à tuer. Donc, au fond, je voulais faire quelque chose. Et avec ça, j'ai commencé beaucoup de conversations avec les gens à Kinshasa. Partout où je partais, on me rejetait. Partout où je partais, on me prenait comme un aventurier.
Et un jour, je suis rentré, j'ai dit je vais commencer quelque part, j'ai demandé, contacter Kali, j'ai dit je vais apporter 6 étudiants. Et 6 étudiants sont allés à l'ambassade. D'abord, c'était 8 qui sont arrivés après, parce qu'on m'a donné encore 2 étudiants. Et il y a 8 étudiants qui sont arrivés. C'est là où les gens ont commencé à comprendre que c'était sérieux. Et, parce que et au fond, ils pensaient que je vais demander de l'argent. Il n'y avait pas l'histoire de l'argent. Et deuxièmement, il y avait aussi l'effet que moi, je pense, les gens m'observaient. Ils observaient qu'est-ce qui va se passer. Vous savez, il y a toujours des préjudices. J'étais jeune. Donc, je savais, il y a les challenges, comme on le dit en anglais, et je devais être un exemple. Parce que ce qui manque beaucoup à la jeunesse, c'est avoir une référence. Donc, pour moi, et c'est ça la relation avec les étudiants. Donc, les étudiants, ils peuvent m'appeler docteur, ils peuvent m'appeler doyen, ils peuvent m'appeler associé vice-président, mais ils m'appellent papa. Pourquoi? Parce que c'est ça ma relation avec eux. C'est la relation qui est beaucoup plus fraternelle. Au niveau de l'école, je peux être tout ce que je suis, mais à la maison, je suis un papa et je me comporte en papa parce que je dois être leur exemple. Et si je ne suis pas une référence, ces enfants auront du mal au fond, à trouver leur chemin dans ce pays. Et on l'a fait. Et on a créé l'organisation New Young Congolese Scholar. Et au fond, New Young Congolese Scholar, c'est l'état d'esprit. Donc, j'ai créé ça avec quelques étudiants. C'était comme les noms de notre famille. Donc, ça s'appelle les étudiants, l'association des étudiants et des chercheurs congolais. Mais ça appartient aux étudiants, les gens qui ont la passion de faire la différence. Les gens qui ont la passion de faire quelque chose d'exceptionnel. Et on a commencé à faire cet exceptionnel-là. D'abord, les 8 étudiants qui sont venus, les premiers étudiants, nous avons déjà 5 ingénieurs et qui travaillent dans des grandes entreprises. Et ces jeunes sont arrivés ici jeunes. Je les ai vus en train de devenir des grands hommes. Et ils viennent de partout au Congo. Et ils viennent de partout. Ils représentent la diversité du Congo. Mais ce sont les enfants du Congo. Ce sont mes enfants. Ce sont les enfants de beaucoup de ces parents qui sont en train de les soutenir. Mais à la fin de la journée, c'est aussi une nouvelle génération de Congolais avec une vision qui est totalement différente. Une jeunesse qui comprend l'essence du travail, l'essence des sacrifices, l'essence des teamwork. Donc c'est ça la philosophie, mais aussi des leadership. Donc c'est ça ce qui consiste notre association New Young Congolese Scholar. New Young Congolese Scholar. Ouais. Autrement dit en français, l'association des jeunes étudiants et des jeunes chercheurs et étudiants congolais. Ok, parfait. Ouais. Ça doit vous faire plaisir, énormément plaisir. Aujourd'hui, ça commence à se faire connaître au niveau de Kinshasa, au niveau de la RDC. Ouais, bien sûr, ça me fait plaisir. C'est ça ma richesse. Ma richesse, c'est que je serai jamais un millionnaire, mais je suis millionnaire. Je suis millionnaire parce que j'ai une façon de penser qu'un pauvre autour de moi me fait pauvre moi-même. C'est-à-dire le fait que si je pouvais vivre avec ces jeunes, ils ne se retrouvent pas dans ce que nous sommes en train de faire, c'est que d'une façon ou d'une autre, je suis en train de les cacher quelque chose. Parce que pourquoi moi j'ai réussi et eux ne peuvent pas réussir? Aujourd'hui, nous avons 84 étudiants. On est venu de 1 jusqu'à 84. Sur les 84 là, on a déjà eu à peu près 15 licences. On a déjà eu 3 maîtrises. On a maintenant un étudiant qui est en train de faire le doctorat en engineering. C'est-à-dire, on a montré que même dans les déserts, on peut trouver de l'eau. Il suffit d'avoir la foi. Et la foi aussi, ce n'est pas suffisant. Il faut la foi en action. Et je pense qu'on a prouvé aujourd'hui qu'un Congolais est intelligent. Et on a prouvé aujourd'hui que les drapeaux du Congo peuvent aussi se planter quelque part aux États-Unis. Donc, l'organisation est connue partout. L'organisation est connue aux États-Unis par les départements d'État, à l'ambassade des États-Unis, à Kinshasa, en Zambie, là où nos étudiants doivent passer. L'organisation est connue aujourd'hui au niveau des Nations Unies parce que l'année passée, j'ai été invité par le président Obama où je devais faire un discours aux Nations Unies. Et ça m'a donné l'opportunité de parler du Congo. Mais cette opportunité ne viendra jamais si on n'a pas commencé cette initiative d'essayer un peu d'encourager, de motiver
et d'aider les Congolais à avoir un peu plus. Parce qu'on ne doit pas rester, on ne doit pas vivre dans un monde qui a resté une place au moment où le monde est en train d'avancer. Et mon rêve, c'est qu'un jour, les présidents congolais et le président africain qui viendra aux États-Unis ne soient pas encore un Kenyan. Peut-être les deuxièmes présidents africains d'origine africaine soient un Congolais. Donc, c'est là où je suis en train de penser, c'est créer un groupe de leaders, un groupe d'entrepreneurs. Ce n'est pas juste des diplômés, des groupes d'entrepreneurs, les gens qui voient un peu loin, mais qui comprennent aussi les fruits des sacrifices, parce que c'est ça la philosophie de notre association. Donc, on s'entraide, on fait des sacrifices pour qu'à la fin, chacun se retrouve dans ce que nous sommes en train de faire. Et ce qui est très important, on les fait gratuitement et sans intérêt. Papa Jean, je l'ai dit tout à l'heure que vous représentez la diaspora. Cela fait plus de 22 ans aujourd'hui que vous êtes aux États-Unis. Oui. Et vous avez dit le plus grand challenge que vous avez eu à avoir par rapport à installer votre programme de New Young Congolese Scholar, c'était la confiance et l'appréhension que les gens avaient de vous. Oui. Les gens pensaient que vous vouliez faire de l'argent derrière les étudiants. Mais ont-ils tort? Non, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que, au fond, d'abord, ce n'était pas seulement au niveau du Congo, c'était au niveau d'ici. Les gens ne croyaient pas. Les gens ne croyaient pas parce que les Congolais, on a une habitude, si tu connais quelque chose qui peut aider ton frère, tu caches ça. C'est-à-dire, il y a un principe dans la diaspora, souffrons tous. On doit tous souffrir. Et moi, je ne crois pas dans ça. Je crois que, et au fond, si j'ai réussi, j'aime appeler ça la grâce que j'ai réussi. Et la grâce, je ne dois pas les cacher. Tu vois, je n'ai pas étudié pour cacher les chemins des études. J'ai étudié pour montrer à d'autres gens les chemins pour qu'ils puissent aussi se retrouver. Mais c'est ça la réalité de la diaspora. On m'a appelé menteur, on m'a appelé un escroc, je voulais escroquer les Congolais, je voulais escroquer la communauté. Donc j'ai eu n'importe quoi. Et si, au fond, j'avais pas vraiment une passion, je devais déjà laisser parce que j'étais bien. J'étais bien au niveau de ma vie et de la vie de ma famille et puis la vie de ma famille d'adoption. Mais vous savez, comme je l'ai dit avant, au fond, il y a encore un sang congolais dans moi malgré ma nationalité américaine. Je devais représenter ce sang-là. Je devais faire quelque chose de différent. Je devais essayer un peu de montrer à d'autres jeunes qu'ils peuvent aussi rêver comme moi. Je voulais leur montrer que la grâce ne peut pas se limiter à moi. La grâce doit aller aussi dans d'autres parts. Mais la réalité est que cette perception de l'intellectuel congolais, cette perception de l'élite congolaise, ces jugements que nous devons traverser, c'est quelque chose d'honnête. On nous juge par rapport à ce qui se passe dans la diaspora. Et moi, j'ai toujours dit que, vous savez, beaucoup de temps, la diaspora a tendance à juger les Congos. Mais vous pouvez aussi vivre la réalité du Congo dans la diaspora. Donc tout ce qui se passe au Congo se passe aussi dans la diaspora. Et avec ces jeunes, on devait faire la différence. Et la différence, c'était quoi? C'était de quitter du normal pour faire quelque chose d'exceptionnel. Et refaire de cet exceptionnel-là le normal. C'est-à-dire avant, on a quitté de ce qui était normal parce que c'est ce que tous les Congolais faisaient. Nous, on a fait quelque chose d'exceptionnel. Et après, aujourd'hui, la vie qui était exceptionnelle devient le normal dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce que les jeunes sont en train de faire ici, les distinctions académiques. On a eu le meilleur étudiant dans le département d'ingénierie à Bellevue College, qui était une Congolaise, une jeune Congolaise. Aujourd'hui, nous attendons 6 étudiants qui vont finir dans le département d'ingénierie. Parmi eux, 4 jeunes filles congolaises. Moi, dans la communauté, quand un jour j'ai dit les mariages peuvent attendre, pas les rêves de mes enfants, on m'a injurié. On m'a injurié dans la communauté. Mais aujourd'hui, j'ai raison. Parce que je vais rêver, j'aurai la joie là d'un parent, avoir des 4 filles qui deviennent ingénieurs aux États-Unis, dans la capitale ou dans l'état où Microsoft a commencé, et dans la place où se trouve Google et Facebook. Et moi, je sais que mes enfants seront là demain. Et ces enfants-là, ce sont les enfants, pas les enfants de chez moi, pas les enfants de ma tribu, ce sont les enfants du Congo. Parce que ma façon de définir les Congos, c'est comme une mère qui a mis beaucoup d'enfants ensemble. Donc, je trouve la joie dans mes frères de partout parce que cette diversité, c'est la force des Congolais. Mais malheureusement, que les gens ont mal exploité. Et nous, ici, c'est ce que nous célébrons entre nous.
Effectivement, Monsieur Jean d'Arc. En tout cas, en vous écoutant, on se rend compte que vous n'aviez vraiment pas voulu vivre le rêve américain comme l'aurait voulu vivre un Congolais qui se respecte. Parce que nous connaissons bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela fait plus de 50 ans. Durant ces 50 dernières années, nous avons vu l'émigration qui s'est effectuée au niveau de la RDC. Bon nombre des Congolais qui vivent actuellement en Occident. Et ce n'est pas tous ces Congolais qui ne se retrouvent pas ou bien qui sont dans la misère. Il y en a aussi qui évoluent. Le cas, on peut citer votre cas. Aujourd'hui, vous êtes directeur associé d'une grande université dans l'État de Washington, mais vous n'avez pas voulu le garder pour vous-même. Au lieu de vivre ce rêve américain, vous avez préféré partager cette expérience et aider les autres Congolais à réussir. L'intellectuel congolais ou bien celui qui réussit, c'est ça la philosophie, c'est qu'on veut se cacher. On veut aller loin de la communauté, n'est-ce pas? J'avais eu aussi beaucoup de problèmes dans la communauté. Et moi, je me suis dit que si j'ai des problèmes parce que les gens n'arrivent pas à me comprendre, je dois créer ma communauté là où les gens vont me comprendre, n'est-ce pas? Dans un désert, là où il n'y avait personne. Et c'est juste une philosophie pour dire que je reste un Congolais. Les Congolais sont mes frères et sœurs. On peut avoir des différences, on peut avoir des différentes façons de voir les choses. Mais à la fin, il y a un sang qui coule dans nous. Et donc, moi, je ne voulais pas refuser mon identité. J'ai voulu me faire... J'ai resté un Congolais. J'ai été adopté par deux Blancs. J'étais adopté, donc j'avais toute raison de me perdre. J'ai vécu où il n'y avait pas, j'étais le seul Africain. Mais le sang qui était dans moi me rappelait toujours que je viens de quelque part. Donc je devais faire quelque chose. Je ne devais pas me cacher, je devais être là au service de ma nation. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'était un étudiant. Et je l'ai dit, je l'ai écrit au Facebook, qu'ici il y a un étudiant, d'ici 3 ans il y aura 50. C'était ça ce que j'avais dit. J'ai vu des rires là, parce qu'on disait que ça sera impossible. Mais comme je l'ai dit, l'impossible d'hier peut être la possibilité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la réalité est qu'à Washington, il y a un grand rêve pour le pays. Il y a des jeunes qui sont en train de rêver. Il y a les jeunes qui sont en train de faire le leadership. Où tous les jeunes qui veulent travailler dans les groupes sont en train de travailler. Ils font les trainings dans le leadership. Les meilleurs étudiants de Bellevue sont des Congolais. Les Congolais sont dans les départements d'engineering, les Congolais sont dans les business, les Congolais sont dans les interior design, les Congolais sont dans les molecular science. Donc aujourd'hui, les Congolais sont en train d'aider les Chinois et les Japonais. C'est-à-dire, on a pu montrer que nous avons aussi la capacité de faire quelque chose. C'est-à-dire, dans nous, il y a quelque chose. Mais il suffit d'essayer un peu de développer les diamants là. Et souvent, on cache ces diamants. Pour moi, les diamants du Congo ne se trouvent pas dans les sous-sols du Congo. Les diamants, ça se trouve dans notre cœur. Et si nous tous, on peut commencer à penser de ce sens-là, on aura la capacité maintenant d'aller chercher l'autre diamant dans les sous-sols. Effectivement. Monsieur Jean d'Arc, aujourd'hui, par votre canal, Bellevue College existe en RDC, précisément dans la ville de Lubumbashi. Pouvez-vous nous expliquer quel est le programme que Bellevue College à Kinshasa met en place pour aider la jeunesse congolaise? Oui, c'est-à-dire, ça c'est aussi un rêve. Tu vois, un rêve, la folie, comme j'aime toujours l'appeler. Tu vois, j'étais en train de penser que je ne saurais même pas si je fais résoudre tous les problèmes de l'éducation au Congo. Et le premier projet que je fais, j'ai présenté au niveau de l'ambassade du Congo aux États-Unis, c'était d'essayer un peu je devais les aider gratuitement pour faire la réforme des systèmes de l'éducation au Congo. Encore, ils m'ont vu, ils m'ont rejeté. Je suis allé à Kinshasa voir le ministre Maker. Le ministre Maker m'a appelé un aventurier dans son bureau. Et là, je n'étais pas seul, j'étais avec Jody Kachama. Et après, tu vois, je lui ai parlé de ce qu'on voulait faire à Lubumbashi, tu vois, les partenariats entre les universités, essayer un peu de planter quelque chose au Congo. Il m'a dit qu'il écoute beaucoup de la diaspora parle beaucoup, mais il ne fait rien que seulement critiquer. Mais est-ce que ça c'est faux? Oh, bien sûr, c'est vrai, mais moi je devais prouver que, vous savez, dans les déserts de notre vie, il y a toujours de l'eau, n'est-ce pas? Donc je devais chercher cette eau-là, et voilà, je suis allé à Lubumbashi,
et on a commencé à regarder des possibilités, n'est-ce pas? Et on a commencé à parler avec les gens. Donc aujourd'hui, la réalité est qu'il y a une école qui s'appelle le Complexe scolaire Bellevue. Cette école-là, c'est l'école sœur de Bellevue College. Cette école ne sera pas, au fond, cette école existe aujourd'hui comme partenaire de Bellevue à cause de ce que les jeunes ont fait ici. C'est-à-dire, et c'est ça ce que j'ai dit, c'est que changer le Congo, c'est aussi changer notre mentalité. C'est changer l'image. Donc je suis allé là avec le président de Bellevue. Il est trop occupé qu'il ne voyage pas, mais il a fait 2 semaines au Congo. Il a eu l'opportunité de voir le Congo. Moi, je suis allé là pendant la construction, tout ça, n'est-ce pas? Et les gens me regardaient. Il y a les gens qui disaient n'importe quoi. Tu vois, j'étais noir, j'étais un Congolais, j'étais jeune. Et ils se posaient beaucoup de questions. Qu'est-ce que je voulais gagner dans ce qui s'est passé? Mais la réalité est que l'école existait. Aujourd'hui, depuis le maternel jusqu'à... Ils auront leur premier diplômé cette année. Et chaque année, on va apporter ici 20 à 25 étudiants. D'abord, l'année passée, on a apporté 20 étudiants qui sont venus ici pour 3 semaines pour faire le programme de leadership. Parce qu'en effet, ma vision de créer la nouvelle élite congolaise ne se limite pas ici. Donc, ça va aussi au Congo. Donc, ces étudiants-là ont une formation en leadership, innovation, entrepreneuriat, où ils font des visites dans les entreprises ici. Donc, on veut créer donc, un nouveau Congolais avec une nouvelle façon de voir les choses. Une armée des leaders. Une armée des leaders, bien sûr, maman. Et c'est ça, ce qui est arrivé, ces enfants, et tout le monde me disait, ils n'auront pas de visa. Ça sera impossible. Est-ce que ça va arriver, tout ça? Ils sont allés à l'ambassade, ils ont appliqué 20 étudiants et un professeur. Tout le monde a eu son visa. Ils sont venus ici, ils ont passé de bons moments. Et quand ils ont rentré, je leur ai posé la question. Quel a été le meilleur souvenir d'ici? Ces enfants nous ont dit ils étaient surpris de voir les Congolais de Bellevue. Ils étaient surpris de voir leurs sœurs et leurs frères parce qu'ils avaient l'image des États-Unis. Mais quand ils sont arrivés ici et voir leurs frères et leurs sœurs qui sont en train de réussir et qui sont de référence, ça les a beaucoup touchés. Donc aujourd'hui, j'ai développé notre programme où je vais commencer à apporter les enfants qui sont en 5e et 4e secondaire au niveau des États-Unis. Et ils viendront ici on va leur donner les diplômes de Washington et puis les diplômes de Bellevue. Il y a un autre programme qu'on a développé avec Complexe scolaire Bellevue. On va commencer de donner les bourses aux étudiants pour qu'ils viennent ici et étudier ici. Au fond, ça va philosophiquement dans ce qu'on a commencé depuis longtemps. C'est-à-dire, j'aime appeler ça la reconstruction de la définition des Congolais au niveau des États-Unis. On veut que, quand on parle d'un Congolais, on voit un intellectuel. Quand on parle d'un Congolais, on voit un leader. Et c'est ça la joie que j'ai. Parce que quand vous allez à Bellevue, vous trouvez les Congolais, les jeunes Congolais en train de travailler. Vous trouvez nos enfants comme leaders. Vous trouvez nos enfants, quand vous allez dans les entreprises, ici, que ce soit à Oregon, que ce soit ici, vous trouvez des jeunes ingénieurs congolais. Donc c'est un rêve qui a commencé il y a 6 ans et qui a commencé aujourd'hui à produire des grandes choses. Et aujourd'hui, à Bellevue, un Congolais est défini totalement différent de la réalité des préjudices que les gens pensaient des Congolais. Donc ça, c'était l'effort des enfants qui ont aussi compris cette vision, qui ont entré dans cette vision et chacun redéfinir la vision de sa façon. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ici aux États-Unis, nous vivons comme une grande famille. On est une grande famille, on s'entraide et on se respecte aussi. Tu vois, et ce respect-là, je devais être l'exemple de ce respect-là. Comment je traite les garçons et les jeunes qui sont ici. Les gens m'ont toujours demandé pourquoi j'appelle mes étudiantes et les jeunes congolaises maman. Mais pour moi, c'est la meilleure façon d'honorer ta fille. Donc la façon que vous honorez ta fille en l'appelant maman, ça montre que vous le respectez. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et s'il n'y avait pas le respect, s'il n'y avait pas la discipline, s'il n'y avait pas cet amour-là qu'on se donne gratuitement, je ne pense pas qu'on aura à réussir. Donc on a changé la définition de souffrons ensemble en changeant cette définition à on réussit ensemble.
Donc ici, tout le monde est en train de se retrouver, tout le monde est en train de tracer son chemin et nous tous, nous sommes en train de célébrer ça. Parce que nous savons que demain, il y a un nouveau Congo qui est en train de se reconstruire et qui commence ici à Bellevue, Washington. Et nous ne comptons pas sur le prochain président. Non, moi j'ai toujours pensé que j'ai commencé au Congo pendant les moments difficiles, n'est-ce pas? Et on a eu des politiciens, tu vois, je peux le dire honnêtement, il y a des politiciens qui nous ont contactés, beaucoup de gens qui pensent peut-être, j'ai pensé un jour devenir un politicien, non, je suis un Campbell, tu vois, et je viens d'une famille aux États-Unis qui est dans les histoires d'entreprise et aussi la politique. Je suis le fils aîné de cette famille. Je n'ai pas intérêt à aller dans la politique du Congo. J'aime le Congo, j'aime le développement du Congo, mais je pense que je peux mieux servir mon pays ici et je vais soutenir n'importe quel projet pour l'intérêt de la population. Mais j'essaie un peu d'éviter la politique du Congo parce qu'il est très complexe et après un certain temps, tu développes des principes et mes principes ne me permettent pas d'être un bon politicien au Congo, mais ça me permet d'être un amoureux de ce pays, d'être un fils de ce pays, d'être un avocat de ce pays et d'être aussi le meilleur critique de ce pays. Parce que je me sens comme étant un académicien et la liberté de critiquer les mauvaises choses qui se passent là. Mais quand j'ai commencé à entrer dans la politique, souvent on fait partie d'un problème qui fait encore souffrir l'Afrique. Donc on fait la différence. La différence là où on ne fait pas du bien parce que demain on veut devenir politicien et gagner de ça. Pour moi, je ne vois pas ça. Tu vois, pour moi, je sens que la richesse des jeunes, comme je l'ai dit avant, c'est voir ces jeunes réussir. C'est voir des ingénieurs, c'est voir des docteurs, c'est voir dans les entreprises pharmaceutiques, les Congolais sont là. Vous savez, quand j'étais à Oregon, un jour j'étais en train de marcher, on m'a montré Intel. Et quand je suis entré là, j'ai vu seulement les Camerounais et les Ghanéens et les Nigériens. Et ça m'a beaucoup gêné. Et j'ai quitté les jours là, je me suis dit, dans 4 ans, je veux qu'il y ait des Congolais ici. Et ça s'est fait. Aujourd'hui, nous avons 4 ingénieurs à Intel qui sont là. C'est-à-dire, notre drapeau se trouve aussi à Intel. N'est-ce pas? Et ça, ce n'était pas le fruit de rêves américains qu'on attend sur les lits, ou bien un rêve américain de la télévision. Non, c'est les rêves américains de la vie. Et cette vie qui nous demande de prendre tout ce que Dieu nous a donné, de transformer cette grâce en action et d'essayer un peu de faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire ici à Bellevue. Et c'est ça la fierté. Je pense que Bellevue représente la fierté du Congo. Et le président Obama l'a dit qu'il voit l'espoir dans ce que ces jeunes sont en train de faire. Le premier ministre du Canada l'a dit. Le ministre de l'Éducation au Canada l'a dit. Qui pouvait savoir qu'un jeune qui a grandi dans un ghetto, demain sera accueilli par le meilleur de ce monde? Là où j'étais aux Nations Unies, j'étais le seul qui n'était pas président de la République. N'est-ce pas? Mais c'était arrivé parce qu'on a investi dans l'éducation, on a donné la bonne représentation de notre pays. Et les gens ont vu un nouveau espoir du Congo à partir de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, ce n'est pas ce que je suis en train de faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que ces jeunes, que j'aime appeler les enfants, sont en train de faire. Et ces enfants du Congo, ces enfants que j'appelle aussi mes enfants, parce que s'ils ne sont pas, au fond, mes enfants, et c'est parce que je les considère les enfants d'autres. Mais je vais les considérer mes enfants pour que je puisse les donner le meilleur comme un parent, pour qu'ils puissent aussi se retrouver dans la vision de la vie et dans ses rêves américains. Okay. Monsieur Jean d'Arc, nous tendons déjà vers la fin, mais avant de chuter à la conclusion, j'aimerais d'abord que nous abordons le sujet, ce sujet qui me tient précisément à cœur. C'est que ça concerne la dépravation des mœurs que vit la jeunesse congolaise présentement. Nous sommes tous témoins de tout ce que vit la RDC en ce moment. Les hauts, les bas, durant ces 10 dernières années, ce n'est que le bas que la nation congolaise vit. Mais il y a encore plus pire que la jeunesse congolaise vit, c'est les dépravations des mœurs. Et nous voyons
les parents qui sont perdus, qui ne savent pas quoi faire. Il y a certains parents qui encouragent d'ailleurs cela, parce que nous voyons, il y a d'autres vieux qui sortent avec des jeunes filles, il y a d'autres vieilles mamans qui sortent avec de jeunes garçons. Il y a plusieurs choses qui se font actuellement en RDC, précisément à Kinshasa. Mais vous, de la diaspora, quelle appréhension avez-vous face à cela? Malheureusement, le mal qui se passe, moi je vous ai dit que nous avons construit un Congo dans la diaspora. Et les gens ne seront pas honnêtes à le dire. Je pense que la diaspora, on n'aura pas vraiment la leçon à donner au Congo si nous, on ne veut pas changer. Tu sais, et moi, je prends juste un exemple. Vous savez, je vis avec 35 jeunes filles ici. Tu vois, les parents envoient leurs enfants ici avec un rêve de voir quelque chose de positif dans la vie de leurs enfants. Ils envoient leurs enfants ici pour qu'ils puissent rêver, pour qu'ils puissent devenir beaucoup plus. Et au fond, la vie, c'est les choix qu'on fait. Tu vois, je peux être une référence positive pour ces enfants ou bien négative. Et moi, je pensais que beaucoup de gens dans la diaspora, tu vois, ils ont créé un système quand il y a des nouveaux qui arrivent ici. On prend avantage de leur vulnérabilité et essaie de les abuser. Et moi, j'ai eu des problèmes dans la communauté parce qu'on me disait que je contrôlais les enfants. Et dans les naturels, vous avez vu les étudiants ici, personne ne les contrôle. Mais on contrôle les enfants en leur donnant l'amour, le meilleur amour que tu peux les donner. On contrôle les enfants en leur montrant comment ils peuvent trouver la vie. On contrôle les enfants en leur donnant des conseils positifs. Et c'est ça le meilleur contrôle. Donc moi, je ne suis pas là, je n'ai pas le temps d'aller contrôler 17 ou 20 maisons des étudiants où je vais aller là, vous dormez quand, vous avez quitté quand, non. Je les conseille, je les un peu de les donner, d'être beaucoup plus prudent. Je pense que nous, adultes, on doit prendre responsabilité, n'est-ce pas? Et moi, j'aime dire, essayez un peu de traiter l'enfant de l'autre comme vous aimeriez que vous soyez traité. Donc moi, j'ai une petite fille et mon rêve est que demain, un parent puisse traiter ma fille bien. Mais ça, tout commence par moi, la façon dont moi, je dois traiter l'enfant de l'autre. Et moi, je pense que dans la diaspora, nous avons eu des problèmes. Moi, je connais des situations terribles ici, où les gens ont violé, quelqu'un viole sa propre fille, où les jeunes filles arrivent, et tout ce qu'on rêve d'eux, c'est qu'ils se marient avec quelqu'un. Une jeune fille de 18 ans ou de 19 ans, tu te maries avec quelqu'un. C'est comme on fait les mariages qui sont arrangés au niveau de la diaspora. Donc, en gros, les dépravations de mœurs, on continue ici. Bien sûr, ça a continué ici, n'est-ce pas? Et beaucoup de gens me demandent pourquoi les jeunes ici sont en train de réussir, pourquoi il n'y a pas ces problèmes. Et moi, je pense que c'est la référence. Les jeunes doivent avoir une certaine référence. Maintenant, concernant les pays, il y a aussi la question de pauvreté. Il y a aussi la question de cette élite qui a réussi, mais qui n'arrive pas à contribuer au développement de la communauté. N'est-ce pas? Et moi, je vais te donner un exemple. Quand moi, je suis allé dans l'association des professeurs africains et je les ai parlé de mon projet, ce sont les anciens professeurs qui ont commencé de m'appeler naïf. Jean d'Arc, tu venais de finir ton doctorat, tu es juste naïf. Tu vas te fatiguer. Ces jeunes n'auront pas à réussir. Je suis allé chez mon pasteur pour expliquer à mon pasteur ce que je devais faire. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Vous apportez les jeunes filles quinoises ici, ils vont détruire votre mariage. C'est ce qu'il disait à ma femme. Vous apportez les enfants congolais ici, ils vont créer les désordres dans ta vie. Jean d'Arc, tu as réussi, tu es bien, il ne faut pas créer des désordres dans ta vie. C'est-à-dire partout il y avait les négatifs. C'est pour dire que quand moi je dois réussir, je dois me cacher. Mais si tu es positif, tu as une vie qui est positive. Mais c'est une lumière. Tu dois partager cette lumière avec d'autres gens. Et c'est ça, si je pense, ce qui manque. Il y a beaucoup de ces jeunes qui sont vulnérables, ces jeunes qui sont pauvres, ces jeunes qui sont souvent abusés par des gens qui devaient leur donner le confort. Et malheureusement, je vais les dire honnêtement, quand on me pose la question ici sur les jeunes ici, quand les gens dans la communauté disent que voilà, il ne faut pas aller à Bellevue parce que ça, ce sont les enfants de Papa Jeanne d'Arc, à Kangakabango. Mais c'est juste une certaine imagination parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment ces jeunes peuvent continuer à être positifs et à étudier et à continuer à avoir des succès. Mais personne ne les contrôle. Moi, je pense que nous, adultes, on doit être honnêtes, n'est-ce pas? Traiter l'enfant de l'autre de la même façon dont tu voudras qu'on puisse traiter tes propres enfants. Deuxièmement, moi, je pense aussi à l'éducation. On doit aider à éduquer les gens. J'avais beaucoup admiré ce que vous avez fait. J'ai regardé les vidéos que vous avez faites. Les choses commencent toujours par une personne.
n'est-ce pas? Il ne faut pas attendre qu'il y aura des gens qui vont dire que vous êtes en train de faire des inutiles. C'est les passe-temps. Les gens qui vont te juger à l'Ingiga Kamila Kissa. On va faire ça. Mais moi, j'ai beaucoup admiré que vous êtes aussi une jeune maman. Mais vous avez pris votre temps, vous êtes occupé avec votre restaurant, vous êtes occupé par le travail, par les enfants. Mais vous avez vu un problème et vous avez dit que non, je dois faire quelque chose. Et c'est ça ce que je crois. Je crois à cette force d'une personne. Une personne qui voit quelque chose, qui peut dire je dois changer ça. Et peut-être ça ne changera pas aujourd'hui. Mais tu sais, les bonnes choses commencent quelque part. Et moi, je pense que quand on voit le mal dans notre pays, on va avoir le courage de dire que c'est mauvais. Parce que si ces jeunes n'écoutent pas une autre voix, ils vont penser que la voix qu'ils sont en train de faire, c'est la meilleure. Et c'est ça ce qu'on doit donner à la jeunesse. On doit donner beaucoup de perspectives. Et à la fin, ils doivent décider. Mais au moins, ils décident parce qu'ils savent, ils connaissent toute la réalité. Mais malheureusement, et c'est ça ce qui est arrivé à beaucoup des étudiants ici, ils arrivent, ils seront étudiants, demain on vous dit, oh, vous allez arriver, vous n'aurez jamais du travail. Vous allez arriver, vous n'aurez jamais de papier. C'est ça ce qu'on disait même à des étudiants ici. Mais il n'y a pas un étudiant qui est membre de New Young Congolese Scholar qui n'a pas fini les études et il y a eu du travail. Et beaucoup d'eux ont eu du travail avant même de finir leur université. N'est-ce pas? Il n'y a pas un jeune ici qui n'aura pas de papier. Parce que, bien sûr, n'est-ce pas, on est en train de grandir, on est en train de développer les networks. Comment les Indiens vivent ici? Comment les Chinois viennent ici? Ils ne sont pas venus seulement comme des réfugiés. Il y a beaucoup d'autres visas que nos jeunes peuvent aussi bénéficier pour rester ici dans ce pays. Mais notre vision ne se limite pas à rester dans ce pays. C'est créer les ponts entre les États-Unis et le Congo. Donc c'est ça notre philosophie. On ne veut pas prendre tout ce qu'on a réussi dans ce pays et les garder ici. On veut penser le Congo. C'est ça notre philosophie. On pense toujours le Congo. Partout où nous sommes, nous avons les drapeaux de notre pays. Quand on célèbre notre graduation, il y a les drapeaux de notre pays. La fois passée, on a eu le premier diplômé de New Young à Bellevue et les speakers étaient congolais. N'est-ce pas? Et on a présenté des parents congolais en public. On a présenté le président du complexe scolaire Bellevue en public. N'est-ce pas? Ça montre que, vous savez, les drapeaux-là du Congo peuvent se planter et ces drapeaux-là sera hissé partout. Parce que les Congolais commencent à vivre ces drapeaux dans leur cœur. Donc moi je suis un Américain, mais comme je l'ai dit, j'ai le sang congolais et j'ai la fierté de me dire, vous venez dans mon bureau, vous trouvez les drapeaux congolais. Autrement dit, l'Ikambona base. Oui, c'est ça, l'Ikambona base n'exprime bien. Parce que malheureusement, les histoires de base, c'est beaucoup plus politique. Ma base, c'est le Congo. Ouais. N'est-ce pas? La base, c'est l'amour de ce pays-là. Et cet amour de ce pays-là, ce pays m'a donné beaucoup. Et je pense jusqu'à ce moment, je n'ai pas même donné à ce pays 1% de ce que ce pays m'a donné. Donc, et la base pour moi, c'est cette diversité que nous avons ici. Moi, je viens de Bukavu, mais j'ai deux enfants de partout, n'est-ce pas? Et ces enfants m'appellent papa, et je les appelle les mamans, les fils, tout ça parce qu'à la fin, tu vois, nous sommes cette diversité qui fait de notre pays quelque chose de spécial et quelque chose d'unique. Et au fond, c'est ça ce que nous sommes ici. Et c'est ça la fierté que j'ai comme mes parents et la fierté que j'ai aussi comme un associé vice-président. Parce que quand je vais dans des réunions, on parle du Congo, n'est-ce pas? Le mois de mars, je vais visiter le Congo avec le président, avec le maire de Bellevue et la possibilité même d'aller avec quelques gens qui font le business au Congo pour aller regarder la possibilité de construire un collège au niveau de Kinshasa. Parce qu'on veut faire un collège là et de la technologie. Tu vois, et tout ça, c'est pour le Congo. Et bien sûr, on les fait gratuitement sans pour autant attendre que le Congo augmente à ce qu'il nous a déjà donné. Merci beaucoup, Papa Jean. Je vous remercie, maman. Ça a été très enrichissant de partager avec vous votre expérience, votre appréhension, votre pensée concernant la jeunesse congolaise. Mais avant de vous laisser, je ne veux pas quand même vous laisser comme ça. Il faut quand même un mot de la fin. Oui. Quel message pourriez-vous adresser à tous ces jeunes Congolais, précisément d'abord de Bellevue, qui vous suivent en ce moment? Non, pour moi, pour les étudiants de Bellevue, ils sont ma fierté. Je le dis à haute voix. Ces enfants m'inspirent beaucoup.
ces enfants me donnent toujours la soif de faire beaucoup. Vous savez, il y a des temps où je pensais que, est-ce que 20 c'est beaucoup? Aujourd'hui, j'ai pensé 100, mais je commence à penser 200, ou bien même 300, ou bien 500. Et ces enfants m'ont beaucoup inspiré. J'ai toujours été, je les ai dit, ils savent ce que je pense d'eux, qu'ils sont mes millions, ils sont ma fierté, ils sont la fierté du Congo, ils sont aussi la fierté de l'Afrique. Et pour les jeunes qui sont au Congo, il faut espérer. Il faut avoir beaucoup d'espérance, mais il faut aussi développer l'esprit du travail. Moi, je suis parmi les Congolais, et souvent ça gêne de gens qui pensent que, vous savez, on écoute toujours la bénédiction, demain il y aura quelque chose, Dieu va faire, Dieu va faire. Ces dieux-là, ils n'existent pas. Les dieux du Congo, c'est aussi les dieux du Nigeria, c'est aussi les dieux de l'Amérique, c'est aussi les dieux de partout. On doit utiliser ce que Dieu nous a donné pour construire un nouveau Congo. Et ce nouveau Congo demande les mains de tous les Congolais. Les nouveaux Congo demandent des gens comme vous, qui savent un peu sacrifier, même quand vous avez beaucoup des obligations. Sans sacrifice, on ne saura jamais développer le Congo. Le Congo n'aura pas à changer seulement avec un gouvernement. Parce que l'Amérique ne change pas à cause du pouvoir. L'Amérique change parce que les Américains savent sacrifier pour leur nation. Les Américains savent donner pour leur nation. Et moi, je suis fier aujourd'hui que les enfants congolais sont en train de donner au Congo, sont en train de donner aux États-Unis. Et demain, ils iront donner au Congo. Et c'est ça ce que je suis en train de dire. Si nos enfants peuvent donner au Congo, aux États-Unis, c'est que demain, je peux apporter les enfants américains à les donner à mon pays, le Congo. C'est-à-dire, les messages, pour moi, il faut avoir l'espoir. Et à la diaspora, tu vois, si aujourd'hui, on était 15 professeurs, ou bien on était 30 professeurs, on aura au moins plus de 2400 diplômés congolais au niveau des États-Unis, n'est-ce pas? Mais on n'a pas fait ça parce que souvent les gens pensent que la possible, c'est les autres. Et l'impossible, c'est le Congo. Et mon message, c'est pas ça. La possible, c'est le Congo. Et si vous doutez de ça, venez à Bellevue pour vivre un nouveau Congo qui est en train de se construire. Des leaders de demain. Et mon rêve, je le partage avec les jeunes, je les dis que je rêve un jour où peut-être un premier ministre ou un président du Congo sera membre de New Young Congolese Scholar. Et à part ça, peut-être dans les années à venir, et peut-être un jour, s'il y a 5 ans, il faut me téléphoner pour ça, peut-être vous allez voir un sénateur ou bien un congressman américain et qui vit déjà entre nous ici. Qui vit entre nous ici. Donc, c'est les rêves que je crois à ça. Les gens peuvent appeler ça encore une folie, mais les gens qui me connaissent et qui vivent à côté de moi savent que, bien sûr, plusieurs fois, cette folie était devenue une réalité. Et c'est ça la réalité que je veux pour mon pays. Un nouveau Congo qui est diversifié, les nouveaux où on célèbre la diversité, un nouveau Congo où les gens travaillent, un nouveau Congo où on n'attend pas la bénédiction dans la maison, mais où on se sent, on est déjà béni, et où on essaie un peu de produire cette bénédiction. Des nouveaux Congolais qui pensent que les diamants, l'or et tout ce qui se passe se trouve dans leur cœur, mais ils doivent essayer de penser comment développer ça. Donc j'ai pris beaucoup pour mon pays, et encore une fois, je ne ferai rien ni têter ces enfants et ces jeunes que Dieu m'a apportés ici. Ces jeunes qui sont plantés dans des entreprises ici et dans des universités, c'est la fierté du Congo, c'est notre fierté, nous tous. Et je dédie ce joli message à tous les jeunes de la diaspora, tous ces jeunes à travers le monde, que ce rêve congolais puisse révolter le cœur de chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Papa Jean. Merci à chacun d'entre vous. Merci à chacun d'entre vous. Et nous nous retrouvons au prochain épisode. Merci. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Papa oublié, même encore. Papa oublié, même encore. Papa oublié, même encore. Nalisanga na bukasi na buyukani nde tokolonga ngo
matelema bokutana na kitaka yo congolais. Je lève mes yeux vers le ciel, je vois la lune, les étoiles, je plane Congolais. I love you Congolais, I love you Congolais, yeah, yeah. I love you Congolais. Mes chers frères, mes chères sœurs, oh Congolais, soyons forts. Lèvons-nous, tenons nos mains dans la mer et battons-nous pour la cause de notre pays. Nabomoko tosimana loboko tokabola kopo ya bondeko bana Kongo. Mboko yo nzambe ya pambola yango to baby sa